La douleur de l'amour vient moins de l'autre que de ce que l'on perd en soi quand il s'en va. Roland Barthes. Perdre quelqu'un, ce n'est pas seulement faire face à son absence, c'est faire face à l'absence de ce que nous étions à ses côtés. Car une relation n'est pas seulement un échange entre deux personnes, c'est une identité partagée, un espace où l'on se reconnaît, un reflet qui nous définit. Et quand cet espace se brise, ce n'est pas seulement l'autre qui disparaît. Quelque chose en nous s'effondre aussi. Nous nous réveillons. Tout est à la même place. Le lit, le plafond, le tic-tac de l'horloge. Mais quelque chose en vous a changé. L'air semble plus lourd. Les jours s'écoulent dans un étrange silence. Et ce vide dans la poitrine est presque insupportable. Quelqu'un qui faisait partie de votre monde n'est plus là. Mais pourquoi cela fait-il si mal ? Vous n'êtes pas blessé physiquement. Il n'y a pas de blessure visible, pas d'os cassé. Et pourtant, tout en vous crie la douleur. Un parfum oublié sur l'oreiller, une chanson qui passe à la radio, une conversation au hasard qui vous ramène soudain tout à l'esprit. La personne n'est plus là, mais son absence continue d'occuper l'espace. La science peut expliquer en partie ce phénomène. Votre cerveau subit une véritable rupture chimique, comme un toxicomane en manque. Les souvenirs deviennent des déclencheurs, ravivant la douleur encore et encore. Vous essayez d'aller de l'avant, mais votre esprit refuse de coopérer. Et si cette douleur n'était pas seulement chimique ? Et si elle révélait quelque chose de bien plus profond sur ce que nous sommes vraiment ? L'amour a toujours été décrit comme quelque chose de sublime, quelque chose qui nous complète. Mais personne ne nous apprend ce qu'il faut faire lorsqu'il s'effondre. Et c'est peut-être là la plus grande ironie. Le même sentiment qui nous fait nous sentir vivants est celui qui, en un instant, peut nous faire sentir comme si nous n'étions rien. Mais la douleur de la fin n'est-elle qu'une conséquence de l'amour ? Ou expose-t-elle une vérité que nous essayons d'ignorer ? Peut-être que perdre quelqu'un est, par essence, une façon de nous perdre nous-mêmes. Et si vous n'en avez jamais fait l'expérience, un jour vous le ferez. Car c'est le prix à payer pour aimer. C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue dans le véritable impact de la fin d'un amour. Si quelqu'un vous disait que vous souffrez d'une crise de manque, le croiriez-vous ? Cela semble exagéré, mais ça ne l'est pas. Lorsqu'une histoire d'amour prend fin, le cerveau réagit comme s'il était privé d'une drogue puissante. Les neurosciences ont prouvé que l'amour active les mêmes zones du cerveau que la dépendance à des substances telles que la cocaïne et l'héroïne. La dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, est libérée en grande quantité pendant une relation, créant un sentiment d'euphorie, de connexion et d'appartenance. Mais lorsque cette source de plaisir disparaît, le système s'effondre. L'activation de la dopamine s'effondre, les niveaux d'ocytocine, connus sous le nom de hormone de l'amour, chutent brutalement et le cerveau entre dans un état de privation, envoyant des signaux de recherche désespérés. C'est pourquoi, après une rupture, nous pensons de manière obsessionnelle à l'autre personne. Nous ressentons un désir incontrôlable de nous remettre ensemble et nous revivons chaque souvenir comme s'il s'agissait d'une scène figée dans le temps. Le cerveau n'accepte pas facilement la perte. Il veut que la drogue revienne. La douleur amoureuse et la douleur physique sont-elles identiques ? Si vous avez vécu une rupture difficile, vous savez que la douleur n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi physique. Une étude menée par la psychologue Naomi Eisenberger de l'Université de Californie a montré que le rejet amoureux active la même région du cerveau que celle associée à la douleur physique, le cortex cingulaire antérieur. Cela signifie que, pour le cerveau, se faire jeter par quelqu'un peut être aussi douloureux que de se brûler ou de se casser un os. Cela expliquerait pourquoi nous ressentons cette pression dans la poitrine, cet essoufflement, cette boule dans la gorge. Le cerveau enregistre littéralement la perte comme une véritable blessure. Pire encore, contrairement à une brûlure ou à une fracture, cette douleur ne peut être soignée à l'aide d'analgésiques ou de pansements. Elle s'infiltre dans notre routine, notre sommeil, notre alimentation et les petits souvenirs de la vie quotidienne. Pourquoi ne pouvons-nous pas arrêter de penser à cette personne ? Ce qui rend les choses plus difficiles, c'est que le cerveau ne veut pas que l'on oublie facilement. Il est conditionné pour renforcer les connexions qui étaient autrefois essentielles à votre survie émotionnelle. Chaque petit détail, une photo, une chanson, une odeur, déclenche une réaction interne, ravivant la douleur et prolongeant l'obsession. Et c'est là qu'intervient l'un des plus grands méchants de la rupture, la rumination mentale. La rumination est ce cycle de pensée sans fin
dans lequel l'esprit répète les mêmes scènes, tente de trouver des explications, revit les dialogues, cherche des signaux manqués. Cela se produit parce que le cerveau tente de résoudre un problème qui n'a en fait pas de solution. Et plus on y pense, plus cette douleur devient forte. Une étude de l'Université de Columbia a montré que les personnes qui continuent à revivre mentalement la rupture présentent des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress, et ont plus de mal à se remettre sur le plan émotionnel. Cela explique pourquoi certaines ruptures ressemblent à un labyrinthe sans issue. Le cerveau nous y enferme. Mais pourquoi cette douleur dure-t-elle si longtemps? Si l'amour n'était qu'un sentiment, il serait peut-être plus facile de s'en débarrasser. Mais l'amour est avant tout une habitude. Le psychologue John Cacioppo, spécialiste des neurosciences sociales, a montré que l'attachement émotionnel n'est pas seulement psychologique, mais aussi biologique. Lorsque nous vivons longtemps avec quelqu'un, notre cerveau s'adapte à sa présence et en fait une routine neuronale. En d'autres termes, l'amour devient un schéma installé dans notre système. C'est pourquoi une rupture n'est pas seulement une perte émotionnelle, c'est une rupture dans la structure mentale. Comme une dépendance contre laquelle il faut lutter par une abstinence totale, il faut du temps pour que le cerveau réorganise ses circuits et apprenne à fonctionner sans cette présence constante. Mais une question encore plus profonde se pose alors. Souffrons-nous uniquement de l'absence de la personne ou de l'avenir que nous imaginons avec elle? Car la pire douleur n'est peut-être pas de perdre l'autre, mais de perdre tout ce que l'on pensait pouvoir encore vivre ensemble. Se réveiller, travailler, payer des factures, dormir et recommencer encore et encore le lendemain. La vie passe ainsi. Et un jour, vous réalisez que le temps vous a échappé. Les rêves ont été repoussés. Les opportunités sont passées inaperçues. Tout cela arrive parce que personne ne vous a jamais appris à voir le jeu de la vie de la bonne manière. Mais il existe un autre chemin. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez accéder à de nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans les codes du lapin blanc. Ce livre va ouvrir vos yeux sur ce qui se passe réellement. Vous comprendrez pourquoi vous êtes coincé dans les mêmes schémas, apprendrez à sortir du mode pilote automatique et commencerez à voir les opportunités qui étaient là depuis toujours. Et enfin, vous prendrez des décisions qui vous mèneront vraiment vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous vous sentez prêt à faire ce changement, le lien est dans le commentaire épinglé. Vous serez surpris de voir à quel point il peut être simple d'augmenter votre prospérité. Le succès est un choix. À vous de décider. Lorsqu'une relation prend fin, ce n'est pas seulement une personne qui part. Quelque chose de plus grand s'écroule. L'avenir que nous avions imaginé, les projets qui nous semblaient certains, la vie que nous n'avions pas encore vécue. Nous souffrons moins de l'absence physique de l'autre que de l'absence de ce que nous aurions pu être à ses côtés. Car l'amour n'est pas fait que de souvenirs, il est fait de possibilités. Chaque conversation sur l'avenir, chaque détail planifié, chaque rêve partagé, construit quelque chose qui, dans notre esprit, existait déjà. Ainsi, lorsque l'amour est terminé, il ne s'agit pas seulement d'une fin, il s'agit d'une mort, la mort du nous que nous avons créé. Les premiers jours, l'absence de la personne semble écrasante. Mais avec le temps, nous nous rendons compte que ce qui nous hante vraiment, ce n'est pas seulement la personne. C'est la maison qui n'a jamais été construite, les voyages qui n'ont jamais eu lieu, les enfants qui ne sont jamais nés, l'avenir qui, jusqu'à hier, semblait aussi réel que le présent. Et le plus cruel, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Pour lui, ce que nous projetions comme une certitude a été enregistré comme une partie de notre identité. Les neurosciences prouvent que notre cortex préfrontal, chargé de planifier l'avenir, traite ces projections comme des souvenirs déjà vécus. En d'autres termes, l'avenir que nous avons créé avec quelqu'un n'était pas un simple rêve éveillé. Pour notre esprit, il faisait déjà partie de notre histoire. Et maintenant, il faut l'arracher de force. C'est pourquoi tant de personnes, après une rupture, ont l'impression d'avoir perdu une partie d'elles-mêmes. Les psychologues appellent cela l'expansion relationnelle de soi. Lorsque nous entrons en relation, notre identité se confond avec celle de l'autre personne. Nous prenons des habitudes, nous changeons de goût, nous devenons quelqu'un de différent à l'intérieur de ce nous qui s'est construit. Et lorsque la relation se termine, il reste un vide étrange. Qui suis-je sans cette personne? Que reste-t-il de moi maintenant que la moitié de mon identité s'est dissoute? Pablo Neruda a écrit que l'amour naît du désir de rendre éternel ce qui est éphémère. Mais l'amour n'a jamais été éternel.
Il a toujours été une maison sans fondation. Nous passons des années à construire des châteaux de sable, ignorant que la marée monte toujours. Car l'être humain a cette habitude de croire que certaines choses dureront toujours, alors que la vie elle-même prouve que tout est impermanent. Le cerveau humain ne peut pas effacer les souvenirs. Il peut les réorganiser, les affaiblir avec le temps, mais ils ne disparaissent jamais complètement. Et c'est peut-être pour cela que certaines fins nous hantent si longtemps. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement la personne qui nous manque. La version de nous-mêmes qui existait à ses côtés nous manque. Le psychologue Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, appelle cela « la tyrannie de la mémoire ». Pour lui, nous ne pleurons pas seulement ce que nous avons perdu, mais aussi ce que nous étions lorsque nous vivions cette histoire. Lorsque nous entendons une chanson, sentons un parfum ou voyons un lieu qui nous rappelle quelqu'un. Ce qui nous frappe vraiment n'est pas le souvenir de la personne, c'est le souvenir de ce que nous étions avec elle. Et c'est peut-être là le véritable chagrin de l'amour. Car personne ne nous apprend à gérer cette perte. On nous dit de passer à autre chose, de trouver quelqu'un d'autre, de tourner la page. Mais comment aller de l'avant lorsqu'une partie de ce que nous étions est bloquée dans le passé? Comment reconstruire quelque chose dont on n'est même pas sûr qu'il se soit brisé? En réalité, la perte d'une autre personne nous oblige à faire face à quelque chose d'encore plus profond, le besoin de nous reconstruire. Mais cette reconstruction n'est pas toujours facile, car la façon dont nous souffrons de la perte d'un amour ne dépend pas seulement de ce que nous étions dans cette relation. Elle dépend de quelque chose de beaucoup plus ancien. Dès notre naissance, nous apprenons ce qu'est l'amour à travers les premiers liens que nous créons. Parents, soignants, figures qui nous ont appris, même sans le vouloir, si l'amour est sûr ou menaçant. Ces premiers liens laissent des traces invisibles mais profondes. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines personnes sont capables de passer à autre chose plus rapidement, alors que d'autres restent bloquées dans la douleur. Parce que l'amour que nous avons reçu dans le passé définit l'amour que nous pouvons libérer dans le présent. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à aller de l'avant après une rupture, alors que d'autres restent bloquées dans la douleur pendant des mois, voire des années? Qu'est-ce qui fait qu'une personne dit au revoir avec maturité, alors qu'une autre désespère d'essayer de se remettre ensemble? La réponse se trouve peut-être bien avant le début de la relation. Dès la naissance, nous apprenons ce qu'est l'amour à travers les premiers liens que nous créons. La façon dont nous avons été accueillis, protégés et aimés dans l'enfance façonne invisiblement la façon dont nous nous connectons et nous disons au revoir à l'âge adulte. Cette théorie porte un nom, la théorie de l'attachement. Le psychologue John Bowlby s'est rendu compte que les bébés ne se contentent pas de pleurer lorsqu'ils sont séparés de leur mère. Ils éprouvent un véritable chagrin, comme s'ils étaient abandonnés. Au fil du temps, il s'est rendu compte que ces schémas d'attachement ne disparaissent pas en grandissant. Ils deviennent la façon dont nous nous lions à nos partenaires romantiques. Si nous grandissons dans la sécurité affective, nous apprenons à aimer de manière saine. Mais si l'amour nous a enseigné la peur, l'incertitude ou l'instabilité, nous en gardons des séquelles dans nos relations futures, souvent sans nous en rendre compte. D'une manière générale, il existe 3 principaux modèles d'attachement qui influencent directement la manière dont nous gérons la perte d'amour. L'attachement sécurisant est développé par les personnes qui ont grandi dans un environnement stable, où l'amour n'était pas assorti de conditions ou de menaces. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles s'engagent dans une relation, se sentent à l'aise dans l'intimité, mais savent aussi gérer leur individualité. En cas de rupture, elles souffrent, mais réalisent que la douleur fait partie du processus et vont de l'avant. Les personnes souffrant d'attachement anxieux, en revanche, ont eu une enfance marquée par l'imprévisibilité émotionnelle. L'amour n'étant pas toujours garanti, ils ont appris à se battre pour le conserver à tout prix. À l'âge adulte, ils ressentent une peur constante d'être abandonnés et après une rupture, ils entrent souvent dans un cycle d'obsession, cherchant des réponses, essayant d'inverser la situation ou s'auto-sabotant par la culpabilité et les regrets. D'autre part, l'attachement évitant se développe chez les personnes qui ont appris que l'amour n'est pas synonyme de sécurité, mais de vulnérabilité et de douleur. Ces personnes ont souvent grandi dans un environnement où l'expression émotionnelle était découragée ou ignorée. Pour se défendre, elles créent un blocage affectif et, lorsqu'une relation prend fin, elles se convainquent qu'elles n'en ont jamais vraiment eu besoin. Ils paraissent froids, mais au fond d'eux-mêmes, ils ressentent la douleur. Ils ne savent tout simplement pas comment y faire face. Et c'est là que le bas blesse. Les personnes anxieuses et évitantes s'attirent souvent l'une l'autre. Les anxieux recherchent la proximité,
Les évitants ont besoin de distance. Les anxieux veulent des liens. Les évitants les fuient. Cette dynamique toxique est l'une des principales raisons des ruptures douloureuses, car l'un a toujours l'impression que l'autre ne l'aime pas assez, tandis que l'autre a l'impression d'être étouffé. Imaginez un enfant qui a appris dès son plus jeune âge que l'amour est quelque chose d'instable qui peut lui être retiré à tout moment. Cet enfant devient un adulte qui accepte des miettes affectives, qui confond intensité et affection, et qui, lorsqu'il perd quelqu'un, a l'impression d'avoir perdu sa propre identité. Imaginez maintenant un autre enfant qui a appris que montrer ses sentiments est un signe de faiblesse. Cet enfant devient un adulte qui fuit tout lien profond, qui prend ses distances sur le plan émotionnel et qui, lorsqu'une relation prend fin, se convainc qu'il ne s'est jamais vraiment intéressé à l'autre. Ces schémas se répètent tout au long de la vie parce que le cerveau recherche la familiarité, même si cette familiarité nous blesse. Et la seule façon de briser ce cycle est de le voir. Je voudrais soulever une question encore plus profonde. Et si la façon dont nous aimons n'était que le reflet de ce que nous croyons au sujet de l'amour? Pendant des siècles, les philosophes ont tenté de déchiffrer ce mystère. Schopenhauer considérait l'amour comme une astuce biologique. Sartre voyait dans la passion une prison existentielle. Nietzsche pensait que l'amour devait nous transformer. Pour Kierkegaard, l'amour est un défi spirituel. Et si nous souffrions non pas parce que l'amour a pris fin, mais à cause de l'idée que nous nous en sommes faites? Peut-être que la douleur ne réside pas dans ce que nous avons perdu, mais dans l'illusion que nous avons alimentée. L'amour est-il réel ou n'est-il qu'une illusion que nous inventons pour donner un sens à la vie? Depuis l'Antiquité, nous essayons de comprendre ce sentiment qui nous construit et nous détruit. Les poètes en font l'éloge, les scientifiques le réduisent à la chimie et les philosophes le remettent en question. Si l'amour était une vérité absolue, pourquoi tant de penseurs sont-ils parvenus à des conclusions si différentes à son sujet? Peut-être parce que l'amour n'a jamais été une réponse, mais une question. Arthur Schopenhauer, le philosophe du pessimisme, considérait l'amour comme un tour cruel de la nature. Pour lui, tout ce que nous ressentons lorsque nous tombons amoureux, le désir, la connexion, l'idée de destin, n'est qu'une illusion biologique destinée à assurer la reproduction de l'espèce. Selon lui, l'amour n'existe pas pour nous rendre heureux, mais pour nous rendre esclaves d'un cycle qui nous dépasse. Ce point de vue peut sembler cynique, mais il contient une part de vérité. Ce que nous appelons la passion intense est directement lié à des bouffées de dopamine, la même substance impliquée dans la recherche de récompense. Comme une drogue, l'amour nous fait miroiter le plaisir, mais le prix à payer est élevé lorsqu'il s'achève. Jean-Paul Sartre voyait la question sous un angle encore plus sombre. Pour lui, l'amour n'est pas un sentiment pur, mais une forme d'emprisonnement. Sa célèbre phrase « L'enfer, c'est les autres » ne signifie pas que les autres sont mauvais, mais que nous dépendons d'eux pour valider notre existence. Sartre pensait que lorsque nous aimons quelqu'un, nous projetons sur lui nos attentes et nos désirs, en espérant qu'il nous définisse, qu'il nous complète. Ce faisant, nous devenons ses otages. L'amour, selon Sartre, ne libère pas, il asservit. Mais si l'amour est un piège, pourquoi continuons-nous à y tomber? Friedrich Nietzsche voyait les choses différemment. Pour lui, l'amour n'est pas une illusion à démasquer, mais une expérience capable de nous transformer. Dans sa philosophie, la souffrance n'est pas un ennemi, mais un catalyseur d'évolution. Il écrit « Il faut avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse ». Pour Nietzsche, une rupture ne doit pas être perçue comme un échec, mais comme une opportunité. Nous ne souffrons pas parce que nous aimons, mais parce que nous résistons au changement que cet amour, ou sa perte, peut nous apporter. La véritable erreur n'est pas dans l'amour lui-même, mais dans la façon dont nous nous y accrochons, par peur de nous réinventer. Kierkegaard, quant à lui, voyait l'amour d'une manière encore plus profonde. Pour lui, l'amour n'était pas seulement une émotion ou un désir, mais un voyage spirituel. Il pensait que l'amour humain serait toujours plein de défauts, parce que nous attendons de lui qu'il nous comble d'une manière que seule une quête plus grande pourrait faire. Selon Kierkegaard, une rupture est avant tout une confrontation avec notre propre existence. Elle nous oblige à faire face à l'impermanence, à accepter que rien ne peut être possédé pour toujours. Si l'amour est une illusion, la douleur d'une rupture n'est peut-être que le choc de cette vérité. Et si le problème n'était pas l'amour, mais ce qu'on nous a appris à son sujet? La culture, le cinéma, les médias sociaux, tous construisent une vision idéalisée de l'amour, nous faisant croire qu'il existe une personne parfaite, une fin heureuse, un destin tout tracé. Et si cette attente était le véritable piège?
Si vous avez déjà souffert par amour, ce n'est peut-être pas seulement à cause de la personne que vous avez perdue, c'est peut-être aussi à cause de ce que l'on vous a appris sur l'amour. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés d'histoires qui nous font croire à une idée très précise de la romance. L'existence de l'âme sœur, l'amour qui surmonte tous les obstacles, le couple qui, après toutes les difficultés, finit par s'unir. Et si cette attente était la véritable cause de la douleur? Car la réalité de l'amour ressemble rarement à un scénario hollywoodien. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Toutes les passions ne sont pas éternelles. Et l'amour ne gagne pas toujours à la fin. Pourtant, nous vivons dans un monde qui nous conditionne à croire le contraire. Des contes de fées aux comédies romantiques, l'amour est présenté comme une force magique, inévitable et inébranlable. La princesse rencontre le prince, ils font face à des défis, mais finissent par être heureux pour toujours. Le problème, c'est que dans la vraie vie, le générique ne se déroule pas après le dernier baiser. La routine s'installe, des différences apparaissent, et souvent, ce qui semblait parfait s'effondre. Lorsque cela se produit, la douleur s'intensifie, car nous avons l'impression que quelque chose n'a pas fonctionné, comme si nous ne parvenions pas à atteindre un idéal qui nous avait été promis. Le film La La Land déconstruit exactement cette illusion. L'histoire suit deux personnages qui sont profondément amoureux, mais qui, finalement, ne restent pas ensemble. Ils ne cessent pas de s'aimer, mais leurs vies prennent des directions différentes. Il n'y a pas de méchant, pas de trahison, juste la réalité. L'amour et les rêves ne suivent pas toujours le même chemin, une vérité que la culture populaire refuse souvent de montrer. Mais si le cinéma crée un idéal inaccessible, les réseaux sociaux font encore pire. Ils prolongent la douleur et empêchent la fermeture émotionnelle. Avant l'ère numérique, lorsqu'une relation prenait fin, le contact était naturellement coupé. La personne disparaissait de votre vie et, avec le temps, cette absence vous aidait à vous en remettre. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Votre ex est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Une histoire, un commentaire, une photo postée des mois plus tard, et soudain, vous vous retrouvez à revisiter le passé, à comparer, à essayer de comprendre si l'autre personne est passée à autre chose avant vous. Le pire, c'est que ce que nous voyons en ligne reflète rarement la vérité. Les gens partagent ce qu'ils veulent que les autres voient, et non ce qu'ils ressentent vraiment. La personne peut souffrir, mais ne postera que des moments de bonheur. Cela crée une illusion cruelle. Alors que vous avez l'impression d'être coincé dans la douleur, l'autre personne semble s'amuser comme une folle. Des études menées par l'université de Brunel ont montré que les personnes qui continuent à suivre leur ex-partenaire sur les médias sociaux ont plus de mal à se remettre d'une rupture. Le simple fait de visualiser la vie de l'autre personne active les mêmes circuits neuronaux qui renforcent la douleur émotionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'un problème de l'ère numérique. La façon dont nous gérons les ruptures est également influencée par l'environnement culturel dans lequel nous avons grandi. Dans les sociétés occidentales, l'amour est considéré comme une quête individuelle, l'idée de trouver la bonne personne et de construire une romance parfaite. Dans les pays d'Asie ou du Moyen-Orient, l'amour est souvent perçu de manière plus collective, dans le cadre d'un équilibre social et familial. Cela change complètement la façon dont les gens gèrent les ruptures. Au Japon, par exemple, il existe un concept appelé « gaman », qui apprend à supporter la douleur avec dignité, sans montrer de faiblesse. Dans certaines régions de l'Inde, les mariages arrangés sont encore courants, et l'idée de choisir quelqu'un à aimer est considérée comme un concept occidental. Qu'est-ce que cela nous montre? Que la douleur de l'amour n'est pas seulement une expérience personnelle, elle est amplifiée par le contexte dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est peut-être pas l'amour qui nous blesse tant, mais la façon dont on nous a appris à le voir. Et lorsque nous commençons à remettre en question ces croyances, une nouvelle question se pose. Et maintenant, comment se réinventer après que tout s'est effondré? C'est la dernière pièce du puzzle. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Toute rupture marque une fin. Mais que se passerait-il si, au lieu de se contenter de voir la perte, on la voyait comme le début de quelque chose de nouveau? Lorsqu'une relation se termine, ce n'est pas seulement la personne qui part. Quelque chose en nous meurt également. Le « moi » qui existait dans cette relation n'a plus de sens. Les routines, les habitudes, les petits rituels quotidiens, tout se dissout dans l'air
et il ne reste qu'un vide. Mais ce vide n'est pas seulement une souffrance. C'est aussi un espace ouvert à la reconstruction. Les Japonais ont un concept appelé ma, qui signifie l'espace entre les choses. C'est la pause entre les notes qui donne le rythme à la musique, le silence entre les mots qui donne le sens à la parole. Le vide, loin d'être négatif, est ce qui permet la création. Une fin est exactement cela, un espace entre ce que nous étions et ce que nous pouvons encore être. Au début, l'esprit résiste. Le cerveau déteste le changement parce qu'il représente l'incertitude. Au cours d'une relation, nos connexions neuronales s'adaptent à l'autre personne. Nous créons des associations émotionnelles qui font qu'une simple odeur, une chanson ou un lieu déclenche instantanément des souvenirs. C'est pourquoi, à la fin d'une histoire d'amour, nous avons l'impression d'être en manque. Mais les neurosciences prouvent que le cerveau est malléable. Ce processus d'adaptation s'appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles voies et à redéfinir les schémas émotionnels. En d'autres termes, aussi impossible que cela puisse paraître, vous pouvez reprogrammer vos sentiments. Mais pour ce faire, vous devez permettre au deuil de se produire. De nombreuses personnes essaient de sauter cette phase, cherchant des distractions ou de nouvelles relations avant d'être prêtes. Mais éviter la douleur ne la fait pas disparaître. Cela ne fait que l'enfouir plus profondément. La seule façon de sortir d'un deuil émotionnel est de le traverser. Joseph Campbell, qui a étudié le mythe du voyage du héros, a déclaré que toute véritable transformation nécessite une descente dans l'inconnu. Avant de renaître, il faut mourir. C'est pourquoi tant de personnages d'épopée sont confrontés à des moments d'obscurité avant de trouver leur véritable force. Il en va de même dans la vie réelle. La douleur d'une rupture peut être le coup de pouce dont vous aviez besoin pour un changement plus important. Pensez aux moments les plus transformateurs de votre vie. Combien d'entre eux sont nés d'un moment de douleur? Une rupture, aussi difficile soit-elle, est l'occasion de redéfinir les priorités, de reconstruire l'estime de soi et de se créer une nouvelle identité. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de l'intégrer. Qu'avez-vous appris de cette relation? Qu'est-ce qui a changé en vous? Comment utiliser cette expérience pour grandir au lieu de vous y perdre? Car après tout, l'amour n'a peut-être jamais consisté à trouver quelqu'un, mais de se retrouver soi-même, encore et encore, après chaque perte. J'aimerais vous laisser sur une dernière réflexion. Avons-nous appris cette leçon? On nous a appris que l'amour est quelque chose que l'on trouve chez quelqu'un d'autre, mais on ne nous a jamais dit qu'il peut aussi être quelque chose que l'on crée en soi. On ne nous a jamais dit qu'une rupture n'est pas forcément une fin, mais qu'elle peut être un nouveau départ. Parce que la douleur ne signifie pas que quelque chose a mal tourné. Elle signifie que quelque chose était réel. Et si c'était vrai, ce n'était pas en vain. La vérité est que personne ne sort indemne d'un grand amour. Chaque relation nous façonne, nous change, nous apprend quelque chose sur ce que nous sommes et sur ce que nous pouvons être. L'amour n'est pas un port sûr. C'est un océan, et essayer de le contrôler ne fait que nous noyer. Mais apprendre à le naviguer, cela nous libère. La question n'est donc peut-être pas « quand vais-je m'en remettre ?», mais plutôt « qu'est-ce que je vais faire de cet amour ? Que vais-je faire de tout ce que j'ai appris jusqu'à présent ?» Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est « jusqu'où voulez-vous aller ?» Si vous voulez passer à l'étape suivante et vraiment appliquer ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc est prêt pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est un choix. À vous de décider. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.